Bonjour Rubin Sfadj. Bonjour Jean-Philippe. Rubin Sfadj, vous êtes associé gérant de Proposition 47, qui est un cabinet de conseil, alors à la fois avocat, conseil, etc., sur multiples activités, mais une vraie particularité, c'est l'accent sur la technologie. Oui, absolument. Oui. On est un cabinet qui aborde les sujets IT à la fois sous l'angle juridique avec des avocats, sous l'angle IT avec des experts en cybersécurité et en architecture, et aussi sous l'angle de la communication, de l'image. Donc notre idée, le concept de Proposition 47, c'est de réunir sous un même chapeau toutes les compétences qui peuvent être utilisées par les entreprises dans le secteur de l'IT. Et donc vous adressez une newsletter, et alors dans cette newsletter, la dernière, tout de suite ça m'a interpellé, de quoi les NFT, donc les Non-Fungible Tokens, sont-ils le nom? Alors, c'est la question que vous me posez? Oui, c'est la question que je vous pose. Alors, comme vous l'avez dit Jean-Philippe, NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? C'est un jeton non fongible. Ouais. Alors, pourquoi on appelle ça un jeton? Parce qu'on appelle un jeton une inscription sur la blockchain. Donc, au même titre que les bitcoins dont on entend beaucoup parler sont des jetons, au même titre que les Ethers dont on parle aussi sont des jetons, un NFT, c'est un jeton. Maintenant, il y a une différence, c'est qu'il est non fongible. Les bitcoins, c'est une monnaie, donc c'est fongible. Pour un bitcoin, un autre bitcoin vaut exactement la même chose et peut être échangé. En revanche, un NFT n'est pas fongible. C'est une distinction extrêmement classique en droit entre les biens qui sont fongibles et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, un billet d'argent, c'est fongible. Un immeuble, c'est pas fongible. Il faut pas exactement, ça n'est pas équivalent au même immeuble, même à la même valeur. Donc les NFT sont dans cette catégorie-là. Ils sont des jetons qui ne sont pas fongibles. Et ça a un intérêt, comme on l'a vu, comme on le voit tout de suite, déjà dans le monde de l'art, où ça permet d'adosser une inscription dans la blockchain, donc quelque chose qui est un titre de propriété certifié, impossible à modifier et sécurisé, à des biens qui sont là, en l'occurrence des œuvres d'art, et qui ont une valeur. Et donc ça permet d'adosser une valeur aux œuvres numériques. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup entendu parler des NFT, puisqu'il y a Beeple, qui est un artiste assez connu, qui a vendu un NFT pour 70 millions d'euros. Donc ça a lancé, ou en tout cas ça a parachevé une énorme hype autour du sujet. Et nous, on a eu envie de se pencher dessus, parce que d'une part, au plan juridique, ça pose plein de questions hyper intéressantes, que posait déjà la blockchain et le Bitcoin autour de ce que c'est qu'un registre, autour de ce que c'est que ces nouvelles monnaies, ces nouveaux outils. Mais en plus, on greffe là-dessus la question de l'art, de la propriété intellectuelle, la question de la valeur, des places de marché. Donc juridiquement, c'est un sujet, c'est un régal pour un juriste qui a envie de se poser des questions un peu nouvelles. Et puis surtout, ça ressemble beaucoup à quelque chose qui va non seulement révolutionner l'art, mais aller un peu au-delà. Aujourd'hui, les marques s'interrogent beaucoup sur ce qu'elles peuvent bien faire de ces NFT. Bien sûr. Un NFT, finalement, c'est remettre de l'originalité. C'est-à-dire, voilà, qui est le détenteur de l'original? Vous prenez l'exemple qui est pris dans cette interview, c'est l'exemple de la Joconde. Ouais, c'est ça. Tout le monde peut avoir une Joconde téléchargée dans son ordinateur, mais il y a la Joconde de départ. Exactement. C'est une interview qu'on a fait avec John Karp, qui est l'animateur d'un podcast qui s'appelle NFT Morning. Donc lui, il est là-dessus au quotidien et je vous invite à regarder son podcast et à le suivre aussi sur Clubhouse parce qu'il est vraiment à la pointe de ces sujets. Et effectivement, l'image que lui nous a donnée, qui est excellente, parce qu'on se pose forcément la question de se dire, mais attendez, si c'est une œuvre numérique, je peux la télécharger sur mon ordinateur. Pourquoi diable est-ce que je vais payer des millions d'euros ou même des centaines d'euros pour avoir quelque chose que je peux avoir en un clic? Et John dit quelque chose qui est tout à fait logique, qui est, attendez, la Joconde, vous pouvez très bien avoir une litho de la Joconde dans votre salon. Ça n'enlève rien à la valeur de la Joconde, au contraire, ça en ajoute, parce que ça en fait une œuvre encore plus connue, et vous n'avez pas une seconde de confusion dans votre esprit sur le point de savoir que la Joconde que vous avez dans votre salon, si jolie soit-elle, n'est pas l'original. Donc on peut tout à fait dire la même chose s'agissant des NFT. C'est pas parce que vous avez téléchargé sur votre disque dur une image, le tableau de Beeple qui a été vendu 110 millions, que vous possédez ce tableau. Et donc, il y a cette différence-là, et ce qui est très intéressant avec les NFT, c'est que parce qu'ils sont sur la blockchain Ether, ils ont cette particularité de pouvoir être adossés à ce qu'on appelle des smart contracts. Donc des contrats juridiques, mais qui s'exécutent automatiquement selon l'intervention ou l'arrivée de circonstances que vous définissez à l'avance. C'est comme un contrat, sauf que vous n'avez pas besoin d'envoyer un recommandé pour qu'il s'active. C'est automatique. Et donc pourquoi c'est intéressant pour le monde de l'art ? Parce que dans le monde de l'art, on peut tout à fait imaginer, ça se fait dans la musique, ça se fait aussi dans plein d'autres disciplines, des cas où le créateur, par exemple d'une œuvre, doit toucher de l'argent en retour. Par exemple, si j'écris une chanson extraordinaire et que vous, Jean-Philippe, avec votre groupe de rap,
vous décidez de me sampler pour faire le titre à la mode dans toutes les radios, bah, vous devez me reverser des royalties. Ce qui est absolument génial avec les NFT, c'est que ça peut être automatisé. Au lieu que j'ai besoin de découvrir que vous avez utilisé mon œuvre et d'aller vous le chercher, si vous m'achetez mon œuvre en NFT, à chaque fois que vous allez toucher de l'argent quand elle passe à la radio, je vais en toucher aussi derrière. Donc il y a tout un arsenal comme ça de techniques qui font de ces outils quelque chose qui révolutionne le marché de l'art, mais qui, à mon avis, vont avoir un impact bien plus loin. Oui, il va bien au-delà. Ça veut dire typiquement sur le cas de la SACEM, par exemple, c'est des repérages immédiats, et des reversements immédiats. Prenez l'exemple aussi de royalties versées directement, potentiellement, aux auteurs. On peut l'imaginer. Rien ne l'empêche. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui existe, évidemment, on est au balbutiement de ce qui se fait, mais la technologie telle qu'elle est, elle permet de le faire. Et elle permet de le faire sans développement supplémentaire. Je veux dire, c'est incorporé dans ce qu'elle permet de faire. Donc toute la question que se posent aujourd'hui beaucoup de gens bien plus intelligents et à la pointe que moi, c'est de savoir et d'imaginer tous les cas dans lesquels on va pouvoir recourir à ces NFT. Dans l'art, évidemment, dans le spectacle, mais absolument pas que. On peut imaginer dans le monde du travail, utiliser des NFT dans les métiers qui le permettent pour rémunérer les gens à chaque fois que le fruit de leur travail est réutilisé. Peut-être que c'est pas pour demain, peut-être que c'est pour après-demain, mais en tout cas, c'est possible. On peut imaginer aussi, avec les NFT, indexer la valeur d'une œuvre sur le nombre de partages de cette œuvre. C'est-à-dire, on peut en réalité monétiser les memes. Donc les memes que vous avez sur Internet, toutes ces images qui se partagent, on pourrait imaginer, si vous en créez une et que vous la mettez en NFT, qu'à chaque fois qu'elle est repartagée, et on pourrait imaginer que vous ayez une rémunération. Il y a plein de choses qui sont en train d'être imaginées, plein de choses qui sont en train d'être créées. Les marques, comme je l'ai dit, sont beaucoup sur le sujet, parce que le cas d'école du NFT pour une marque, par exemple, c'est de l'utiliser comme un ticket d'admission ou comme une carte VIP. On pourrait imaginer, si vous faites partie du club de Mickey, pour donner cet exemple-là, on a tous peut-être fait partie quand on était enfant, que vous ayez une carte virtuelle sous forme de NFT qui vous ouvre le droit successivement à des numéros spéciaux, qui vous ouvre le droit à l'entrée dans un parc d'attractions qu'ils vont créer, tout ça avec cette carte, mais que vous n'avez même pas en main, qui est simplement un fichier sur votre téléphone ou votre ordinateur, et automatiquement il est alimenté de nouvelles possibilités et de nouveaux services. Donc on a quelque chose d'extrêmement volubile, d'extrêmement versatile, et je pense qu'on est qu'au tout début de l'exploration de ce que permet cette technologie. Le NFT, ou l'art de remettre du matériel dans l'immatériel. Ben, c'est ça, exactement, parce que la notion de propriété a très longtemps dans l'histoire de l'humanité été entendue au sens strictement matériel. D'ailleurs, la propriété par essence, c'est l'immobilier. Il n'y a rien de plus matériel que de la pierre. Et on se rend compte que la propriété intellectuelle au XVIIIe siècle a été un des premiers cas de propriété immatérielle. Et ça a pris longtemps à se développer. Et là, on est dans quelque chose qui est encore plus immatériel, parce que non seulement la création est immatérielle, mais sa manifestation est digitale. Donc sa manifestation est intangible. Donc on va vers quelque chose de plus en plus complexe, mais comme vous le dites, l'intérêt, c'est que dans cette complexité, on remet la notion de propriété qui est, j'allais dire, une des notions les plus anciennes que connaisse l'homme. Donc on remet quelque chose de très physique, de très presque, j'allais dire, matériel et presque hédoniste, comme on parle en économie de valeur hédoniste. On remet une valeur extrêmement physique dans quelque chose qui n'a absolument plus rien de physique. Voilà, les mèmes de Bernie Sanders, bientôt rendront milliardaires. Il faudrait qu'ils s'y mettent, mais c'est pas évident, mais ça, on peut tout à fait l'imaginer. On pourrait imaginer que, effectivement, s'il avait inscrit un NFT et qu'il avait vendu ce NFT, bon, ça fait pas très Bernie Sanders dans l'esprit, mais s'il avait vendu ce NFT à quelqu'un, bah, à chaque fois que cette personne diffuse le NFT, Bernie Sanders touche un petit On le voit assis avec ses bras et son écharpe. Merci beaucoup, Rubin Sfadj. Merci Jean-Philippe.